Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Dominique Decherff, diplomate, auteur notamment d'une biographie de Jacques Bainville, qui va nous parler de la politique étrangère des États-Unis avec maintenant le nouveau président des États-Unis. Dominique, tu as la parole. Ensuite, si tu veux bien, tu répondras à nos questions. Oui, merci Bertrand. Donc, nous sommes désormais avec le 46e président des États-Unis en la personne de Joseph Biden. J'ai intitulé récemment une communication l'année Biden, cette année 2021, parce que je ne pouvais pas, je vais dire, l'année Joseph était déjà prise, puisque le pape avait proclamé que l'année liturgique 2021 s'appellerait l'année Joseph et Saint-Joseph. Mais je pars de là pour montrer surtout pour rappeler que Joseph Biden est le second président américain catholique, après, bien sûr, John Fitzgerald Kennedy en 1960. Mais évidemment, en 1960, nous étions dans un contexte très différent. C'était pas encore le concile. Il y a l'establishment protestant américain, les WASP, voyait d'un très mauvais œil l'arrivée d'un catholique. Et puis l'Église catholique elle-même, n'avait pas abandonné toute prétention politique, surtout. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, bien sûr. Le fait qu'il soit catholique n'a pas du tout été un facteur, sauf auprès de des évêques les plus conservateurs aux États-Unis, notamment le cardinal Burke et quelques autres qui sont aussi dans l'opposition d'ailleurs au pape François. Je rappelle cela parce que, comme on l'a vu à l'inauguration le 21 janvier, quand Biden a fait intervenir, on en a découvert à cette occasion un directeur de conscience, un directeur spirituel, en personne d'un jésuite, Léo O'Donovan, un autre Irlandais, qui a été président pendant une dizaine d'années de la prestigieuse université Georgetown, qui forme l'élite, une bonne partie de l'élite, notamment diplomatique, des États-Unis depuis longtemps, et qui ensuite est devenu, et aujourd'hui s'occupe de la mission jésuite pour les réfugiés. Il a écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Et c'est pour montrer que Biden est enraciné dans une sorte de catholicisme social de cette époque, assez proche d'ailleurs du milieu bien sûr irlandais, européen. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu, mais il était quand même assez fort de café d'entendre ce père O'Donovan appeler, disons, la bénédiction à l'inauguration, appeler la bénédiction sur Biden en se référant à Salomon, ce qui était plutôt une tradition des rois de France, et de se rallier, de se référer au roi de Juda, du royaume de Juda. Donc, on renoue là avec des... Et pourquoi Salomon ? Parce que, et c'est là que je veux en venir, Salomon, parce que Salomon devrait donner à Biden la connaissance du bien et du mal. Alors, il ne s'agit plus beaucoup
du mal aujourd'hui, l'axe du mal qui avait été l'axe principal de la présidence de George W. Bush, mais du bien. Je dirais que entre Trump et Biden, nous sommes passés de Nietzsche à Thomas d'Aquin. Nous passons de Nietzsche à Thomas d'Aquin, bien qu'évidemment, ni l'un ni l'autre n'ait lu Nietzsche ni Thomas d'Aquin, en détail en tout cas. Nietzsche, c'est-à-dire que Trump s'est toujours positionné au-delà du bien et du mal. Ce qui n'est pas d'ailleurs, ce qui est une idée aussi du bien. Hein. Et tandis que maintenant, on a, à mon avis, quelque chose qui pourrait, mais enfin ça je laisse nos amis théologiens qui sont nombreux à royalistes en discuter ou approfondir. Je dirais que les politiques étrangères de Biden est en quelque sorte dans cet esprit que je viens de décrire une politique thomiste, c'est-à-dire la recherche du bien, mais à travers la raison, et une raison institutionnelle, conceptuelle, pas la raison individuelle, bien sûr. Donc, quand Trump est arrivé 4 ans plus tôt, si vous voulez, à l'inauguration de Trump, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que quand, après l'inauguration, il y avait un grand déjeuner dans le hall du Capitole, avec les membres du Congrès, etc., l'élite politique économique des États-Unis. L'arrivée de Trump, sa femme, de ses filles, de ses beaux-fils, etc., avait fait sensation parce qu'en fait, on voyait qu'il n'appartenait pas du tout à ce monde politique ou à cet establishment. C'était des pièces rapportées. Les gens les ont regardés arriver. Apparemment, ils ne connaissaient pas grand monde et ils n'ont pas pu donc se rattacher à beaucoup de traditions ou beaucoup de collaborateurs dans la machine, disons, de l'État. D'autant plus que, bien sûr, Trump voulait instaurer une rupture, mais il n'avait pas les instruments. Donc tout a reposé en fait sur son charisme personnel. Charisme au sens neutre du terme, bien sûr, au sens weberien. Bon. Donc, les républicains même qui faisaient de la politique étrangère, qui donc depuis Bush, étaient des néoconservateurs, étaient des interventionnistes, ce qui n'était pas du tout aussi la philosophie de Trump. Donc il n'a plus bénéficié d'aucune machine. Donc tout a reposé, mais c'était aussi son choix, bien sûr, sur sa seule personne. C'est tout à fait l'inverse, évidemment, avec Biden, puisque Biden arrive. Mais alors, il faut commencer, bien sûr, par un état des lieux. Et Biden arrive aussi dans un univers administratif, en tout cas en politique étrangère, assez dévasté, puisque la plupart des diplomates américains d'un certain rang se sont déclarés complètement incompatibles avec Trump et ont quitté le service diplomatique. Environ un quart des diplomates de haut rang sont partis. Ils sont partis aussi parce qu'on ne leur a rien offert comme position. Ce sont des amis du président qui ont occupé les postes d'ambassadeurs. Environ, il n'y a jamais eu autant d'ambassadeurs non diplomates de carrière depuis longtemps.
environ un ambassadeur sur deux n'est pas un diplomate de carrière. Mais c'est pas non, ça pourrait être un politique tout à fait respectable, mais ce n'est pas ça non plus, puisque ce sont des gens, en fait, qui ont financé la campagne, qui sont nommés. Mais également, à Washington, les postes de direction au sein du ministère des Affaires étrangères, enfin de la secrétaire d'État, sont aussi occupés par des non-diplomates de carrière. Donc cette situation fait que la priorité pour Biden, et pour plusieurs raisons, je viendrai, c'est d'abord de reconstruire la machine. Parce que cette destruction de la machine diplomatique était voulue, est intentionnelle. C'est la thèse de Steve Bannon de la destruction de l'État administratif, de l'État profond, comme on dit, Deep State, qui fait que on ne peut pas, quand on est un pouvoir qui veut changer les choses, on ne peut pas, évidemment, reposer, faire ces évolutions, ces révolutions avec du personnel traditionnel qui reconstitue toujours les mêmes usages ou les mêmes traditions. Donc, la destruction de Macron, d'ailleurs, avait fait une allusion aussi à cette histoire d'État profond qui avait beaucoup choqué au Quai d'Orsay, au dernier discours, plutôt à la dernière conférence des ambassadeurs, parce qu'il n'y en a pas eu l'année dernière, en 2019, en août 2019, je me souviens, il avait évoqué l'existence d'un État profond dans parce que certains hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, réinterprètent souvent, selon leur tradition, des prises de position, que ce soit par exemple la politique arabe ou la politique atlantique, ou anti-américaine plutôt, c'est ce le fameux consensus gaulo-mitterrandien qui était attribué au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay en France. Donc, Biden a donc repris une équipe qu'il connaît bien, puisque ce sont ceux, pour beaucoup, qui étaient avec lui déjà quand il était vice-président d'Obama. Et alors Gérard Haro, notre ancien ambassadeur aux États-Unis, critiquait un peu ça récemment, parce qu'il disait, ça va un peu donner l'idée d'un troisième mandat d'Obama, d'un Obama 3. Sauf que ce ne sont pas exactement les mêmes qui sont aujourd'hui aux manettes. Ceux qui sont aux manettes, ce n'est pas ceux qui étaient avec Obama, c'est ceux qui étaient avec Biden sous Obama. Donc, ce n'étaient pas les numéros 1, c'était les numéros 2, 3 ou 4, qui d'ailleurs sont souvent les chevilles ouvrières des négociations ou des discussions. En l'occurrence, d'ailleurs, tous ceux qui ont été choisis, là, sont ceux qui ont justement négocié les accords sur le climat, les accords sur l'Iran, etc. C'est cette équipe-là, mais il n'a pas repris. C'est d'ailleurs, Gérard Haro, on a été déçus, je crois, il n'a pas repris, par exemple, Susan Rice, au niveau diplomatique. Susan Rice, il lui a même donné un lot de consolation dans la politique étrangère, la politique intérieure, mais il l'a écarté de toute la politique étrangère. Susan Rice, c'était donc l'ambassadrice du temps d'Obama, donc l'ambassadrice aux Nations Unies, qui était une femme assez combative, noire, africaine-américaine. Il n'a pas repris aussi d'autres qui s'étaient mis en avant.
Et donc, on a affaire maintenant à des gens qui étaient en fait que des secondes, non pas des seconds couteaux, une seconde rangée, mais très compétente, et qui surtout a eu le temps, pendant les 4 années de Trump, de se souder en étant, comme on le sait souvent, quand les républicains sont au pouvoir, les démocrates vont dans les think tanks, ils vont dans les universités, donc les think tanks comme Brookings, comme J, tout ça. Donc, et ils ont signé, j'ai consulté, ils ont signé beaucoup d'articles où donc ils ont défini déjà des lignes pour la période qui suit. Parce que, bien sûr, il n'est pas question de recommencer en 2020, de repartir comme si on était en 2016. C'est ça que on a sans doute un effet d'optique, mais ce n'est pas possible. Et alors, c'est d'autant plus important que, en fait, Biden est un homme de transition, enfin, je veux dire de transition, forcément, puisqu'il ne fera qu'un seul mandat. Il aura 80 ans quand il devrait quitter le pouvoir en 2022. Et donc, si les démocrates veulent avoir une ligne qui puisse durer et qui puisse donc aller au-delà des problèmes qui pourraient surgir, des élections de mi-mandat en 2022, 2022, oui, et 2024, c'est ça. Donc, en 2020, oui, Biden, normalement, va jusqu'en 2024, mais ça me paraît beaucoup, ça me paraît très loin. Donc, autant Trump ne reposait que sur lui-même, autant l'existence d'une équipe et d'une doctrine, en quelque sorte, d'une politique réfléchie, peut aider Biden à surmonter ce handicap qui est qu'il n'est là que pour quelques années à peine, efficace, je veux dire. Je l'ai vu hier à la télévision, il a beaucoup de difficultés quand même à se déplacer. Et on ne sait pas du tout ce que vaut la vice-présidente Kamala Harris au niveau international. Donc, la seule garantie d'une continuité, c'est cette reconstitution de la diplomatie, de l'état profond, j'allais dire, diplomatique. Bon, je vais maintenant voir en deuxième partie un peu essayer de balayer plusieurs aspects de cette politique que j'ai appelée politique thomiste, mais il faudrait la définir de façon peut-être meilleure, mais enfin bon, c'est quand même une politique qui vise à l'apaisement, au retour du bien et de la discrétion dans la vie internationale. Alors, j'ai relevé 5 ou 6 points. Le premier, et qui ne sont pas dans un ordre hiérarchique, plutôt peut-être chronologique, parce que les derniers ne sont pas moins importants que les premiers points. Premier point, c'est donc, bien sûr, le Moyen-Orient, l'Iran. C'est la reprise de cette négociation avec l'Iran. C'est entendu que là, on a une fenêtre de tir extrêmement limitée, puisqu'on a
les élections en Iran le 18 juin, où Rouhani ne peut pas se représenter et où le guide n'étant pas mort, il ne peut pas succéder non plus au guide. Donc, on est dans l'impasse en Iran sur au niveau, en tout cas, des prises des pouvoirs de décision. La négociation de l'accord du 14 juillet 2015, et qui est d'ailleurs un des trophées de cette nouvelle équipe, là, avec Anthony Blinken et surtout Jake Sullivan, le nouveau secrétaire, le secrétaire de la sécurité nationale. Ça avait été très bien mené parce qu'on avait on avait réussi, enfin les États-Unis et puis avaient réussi avec la France, avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et la Chine, à ce que tout le monde soit impliqué. Sauf que c'était Obama. Obama, comme on le sait, n'aimait pas particulièrement ni Israël, ni l'Arabie Saoudite. Et ils n'ont pas été mis, peut-être parce que sinon il n'y aurait jamais eu d'accord, mais ils n'ont pas été mis, ils ont été un peu marginalisés. Ils ont été mis sur la touche. Ce que a permis à Trump, évidemment, de tout de suite de se lancer dans la faille et de faire exploser l'accord et de nouer au contraire des accords entre Israël et l'Arabie Saoudite, enfin les Émirats, etc. La reprise aujourd'hui d'une négociation sur le nucléaire iranien et d'autres aspects de l'Iran suppose évidemment que Israël soit mis dans le jeu, ce qui est plus facile parce que Israël a perdu Trump et que les Juifs américains sont en faveur de Biden, ils n'ont jamais été en faveur de Trump. Biden dispose de moyens d'action sur Israël, donc Israël ceci va connaître encore des élections le 22 mars, incertaines. Mais surtout, Blinken a averti au Sénat que les États-Unis ne soutiendraient plus l'effort militaire saoudien au Yémen, par exemple, et reviendraient évidemment sur la constitution des Houthis en terroristes. Ce qu'avait déclaré Pompeo, le secrétaire d'État américain, juste avant de plier bagages. Donc, il y aura une volonté d'offrir éventuellement à l'Iran les conditions d'une sorte de... Quelqu'un avait parlé de recadrage régional, mais tout en ayant bien conscience qu'il faudra toujours l'appui de la Russie. Ça a commencé déjà hier ou avant-hier avec l'entretien téléphonique entre Biden et Poutine. La Russie, la Chine, donc dans un nouvel effort diplomatique, non pas dans un effort donc de confrontation armée ou militaire. C'est ça l'objectif en ce qui concerne l'Iran. Deuxième point, bien sûr, c'est le point qui n'est pas limité au mandat Biden, ni même mais plutôt aux 10 prochaines années, c'est la Chine, bien entendu. C'est la confrontation stratégique, permanente, fondamentale, globale, entre les États-Unis et la Chine, dans laquelle, comme on sait, Biden, au départ, en tant que vice-président, Obama, était assez laxiste. Il ne sait jamais,
montrait un foudre de guerre contre Pékin. Il a été un peu recadré parce que depuis bien sûr l'époque d'Obama, les choses se sont aggravées. La Chine a pris évidemment, non pas à cause de Trump, mais parce que la Chine a pris ses marques, a développé, a continué son expansion, et que cette expansion est inévitable. Donc il s'agit de la gérer et non pas évidemment alors donc il y a plusieurs là aussi. Il y a plusieurs. Donc là, Hillary Clinton s'était faite une sorte de faucon. Hein. C'était vraiment. C'était même sans doute une raison de son échec. Elle était trop liée je parle en 2016 pendant la campagne où elle a été battue par Trump. Elle était trop liée au lobby industrialo-militaire. Elle est liée aux interventionnistes qui sont une des traditions du Parti démocrate. Il y a une tradition d'interventionnisme. C'est pas de cette tradition-là non plus dont vient Biden, contrairement à Hillary Clinton. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je voulais le dire tout à l'heure. À l'inauguration le 21 janvier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc il y avait les 3 couples présidentiels, les Bush, les Clinton et les Obama. Surtout la cérémonie à Arlington, au cimetière loin connu. C'est évident que par rapport, donc chacun ayant servi 10 ans, 8 ans, je veux dire 8 ans de Obama, 8 ans de Bush et 8 ans de Clinton. Et bon, on voyait Biden apparaissait un peu comme le dernier de la lignée, le petit dernier, le cadet de la famille qui n'avait pas pour l'instant réussi à percer, alors que Biden est le plus âgé de tous, était le plus âgé de tous. Il est beaucoup plus âgé que Clinton et Bush sont à peu près du même âge, et que Trump, d'ailleurs Trump bien sûr, Obama est bien plus jeune. Et le fameux Biden, qui est arrivé donc à 78 ans, ou 76 ans, non, 78 ans, oui. Il est de 42, hein. Oui, donc voilà. C'est évident que Hillary Clinton, c'était évident sur son apparence, que elle lui en voudra toujours d'être là où elle aurait dû être elle-même. Et elle n'a jamais digéré, évidemment, que de ne pas être devenue présidente en 2016 et que maintenant, c'est le petit Biden. Apparemment, j'étais un peu triste pour Biden. Je trouvais que les 3 couples présidentiels là cultivaient une sorte un peu de paternalisme par rapport à Biden, qui n'en demandait pas tant. Bon. Voilà. Donc, c'est vrai que donc sur la Chine, pour ce on en était là, Biden va continuer, bien sûr, va tenir compte des acquis de ce qui s'est passé depuis 2016. Il va y avoir un jeu pour Biden, c'est un jeu diplomatique. Ça ne peut pas être un jeu militaire, mais en même temps, il ne faut pas donner évidemment l'impression à Xi Jinping, que c'est un faible. Notamment, on l'a vu déjà sur le cas de Taïwan. La Chine a déjà envoyé traverser l'espace aérien taïwanais comme une
façon de test. Donc, c'est très bien que les diplomates là, qui s'occupent de la Chine autour de Biden visent à une sorte de grande... il y a eu une comparaison même avec le Kissinger qui est un grand partisan de la Chine, mais qui avait défendu la politique d'équilibre, comme on s'en souvient du Congrès de Vienne. Il voulait donc, l'idée serait d'intégrer la Chine dans un espace diplomatique régional ou international où elle trouve sa place sans la dominer, mais sans être dominée. Bon, c'est une des pistes, c'est ce qui va se passer, ça se sera, mais ça c'est une affaire qui va au-delà du mandat Biden. Troisièmement, la Russie. Bon, la Russie, ça, vous avez bien vu que Trump, bien sûr, n'a rien pu faire avec la Russie, puisque, en dépit du fait qu'il voulait évidemment sans doute se rapprocher de la Russie, mais il ne pouvait pas bouger parce que, au plan intérieur, à Washington, bon, il y a eu toutes ces enquêtes judiciaires sur l'interférence dans les élections en 2016 qui ont plombé complètement la relation avec la Russie des États-Unis. Alors, comme ça n'a pas été le cas en 2020, que Trump est parti, bon, Biden et Poutine se sont reparlés hier ou avant-hier, là, mais là aussi, donc Biden qui n'est pas, lui, très porté sur la Russie, et puis qui a dans l'équipe diplomatique des gens qui ne sont pas très, qui sont plutôt défensifs par rapport notamment à comment vais-je dire, à la proximité de la Russie, les affaires d'Ukraine, de Biélorussie, des pays baltes et tout ça. Mais Biden, donc, lui n'est pas, mais il n'est pas plombé par les histoires de préférence, et donc il a peut-être plus de marge de manœuvre. Alors, quatrièmement, les relations transatlantiques. Bon, les relations transatlantiques, justement, bien sûr qu'ils sont en partie déterminés par la frontière avec la Russie. J'ai été très étonné, enfin pas étonné, parce que ça je le savais, mais enfin bon, j'ai entendu un interview à la BBC. Bien sûr, c'est à la BBC, donc on pouvait de l'ancien commandant en chef des forces américaines en Europe, General Rogers, qui disait que bien sûr, avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne, les Américains n'ont jamais eu de problème. En tout cas, je parle de la coopération militaire. La coopération militaire est excellente, et qu'on continuerait à avoir besoin de la Grande-Bretagne, même après la sortie du Brexit, sur deux terrains qu'il a cités, c'est l'Arctique et l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire deux terrains où, semble-t-il, Londres est encore en mesure de peser matériellement, militairement, puisqu'il ne pèse pas beaucoup ailleurs. Mais le propos le fameux général Rogers, là, c'était surtout de dire, oui, mais maintenant, c'est l'Allemagne qui va devoir prendre les responsabilités, parce que bon, à condition que l'Allemagne est une politique plus ferme, il a même dit robuste, par rapport à la Chine.
C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu avec l'accord sur les investissements, Mme Merkel n'est pas tellement portée au conflit avec les intérêts, du fait des intérêts commerciaux et investissements avec la Chine. Si pour les États-Unis, l'Allemagne ne peut compter que si elle adopte évidemment une politique à l'américaine par rapport aux autres dossiers internationaux, ce qui, à mon avis, est assez loin du compte. Bien sûr, le général Rogers, qui parlait à la BBC, n'a même pas parlé de la France, bien entendu. Bon. Donc, pour ces 4 premiers points, je rappelle donc l'Iran, la Chine, la Russie, les relations transatlantiques, il n'y a pas beaucoup de débats parce qu'il y a une sorte de consensus entre les républicains et les démocrates, et même au sein des démocrates, entre la gauche et le centre, disons, du Parti démocrate. Alors ça change tout à fait avec les derniers points que je veux évoquer et qui sont évidemment, là encore, une caractéristique qui peuvent être une caractéristique intéressante de la présidence Biden, c'est le multilatéralisme et les thèmes, en quelque sorte, qui sont portés par la gauche du Parti démocrate. Parce que la gauche du Parti démocrate, comme on s'en souvient, avec Sanders, elle a quand même beaucoup compté dans cette élection. Et Warren aussi, bon. Mais, et elle compte au Congrès, puisque au Congrès, à la Chambre des représentants, la majorité est très très faible, une dizaine de voix, et qu'il y a au moins une dizaine de démocrates qui sont du courant gauche, assez à gauche, donc militants de certains thèmes. Les thèmes principaux, évidemment, c'est celui qui a défendu Sanders, c'est la remise en cause, bien entendu, de la mondialisation, de l'ordre économique international, d'ailleurs, qui était l'œuvre de Clinton, bien entendu, les accords de libre-échange, etc. Bon, c'est certain que Biden ne va pas revenir là-dessus. Ne va pas se relancer. Biden n'est pas Bill Clinton. Bill Clinton, de toute façon, c'est passé de mode. Et au contraire, le fait d'ailleurs, c'est cette politique qui, évidemment, a fait perdre aux démocrates en 2016 et à Hillary Clinton, bien entendu, les États industriels des Grands Lacs. Et donc, qui a amené la victoire de Trump. Donc, il n'avait pas question de revenir là-dessus. Biden, qui apparaît comme une sorte de centriste, en fait, c'est sans doute, oui, déjà, on l'a vu dans toutes les décisions au niveau intérieur, déjà, l'une des présidences qui sera les plus à gauche de l'histoire américaine depuis Roosevelt. Il n'y en a pas eu depuis, d'ailleurs, de politique de gauche. C'est donc très intéressant. Alors, bon, j'ai mentionné évidemment la remise en cause de la globalisation, mais je peux mentionner aussi, bien sûr, le climat, bien sûr, l'immigration. Voilà tous les thèmes qui donc sont chers aux députés, à la fraction de gauche, parce que la fraction de gauche est quand même l'une des héritières possibles de Biden. Il faut bien trouver, dans 4 ans, avoir un héritier. Alors, ce qui est très intéressant à signaler, là, ici, puisqu'on a encore quelques minutes, c'est l'intérêt aussi que va prendre
l'Amérique latine. Je ne vais pas mentionner ce sujet. Normalement, Biden, comme vice-président d'Obama, les tournées en Amérique latine, c'est souvent le fait, depuis longtemps, des vice-présidents. Donc, Biden est allé très souvent dans l'hémisphère sud. Et cette année, normalement, le Sommet des Amériques est une organisation qui se réunit tous les 3 ans, un sommet tous les 3 ans. Et le dernier, plutôt il faudrait que je remonte à 2015, qui a été une grande rupture historique, le sommet de Panama, où on a vu pour la première fois, je crois, à la fois Obama, Raúl Castro, Maduro, tout le monde était ensemble. En 2018, évidemment, tout à fait contraire. À Lima, il n'y avait plus personne. En 2021, normalement, il doit y avoir un nouveau sommet des Amériques. Mais là, alors là, évidemment, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que c'est un sujet qui est à la fois international et d'un politique intérieure américaine. C'est pourquoi j'ai parlé ici de la gauche du Parti démocrate, parce que c'est un sujet de politique intérieure américaine, hein, bien sûr, l'immigration, les relations avec les pays d'Amérique centrale, le retour des relations avec Cuba, qui est toujours évidemment un facteur de l'élection en Floride. Donc tous ces sujets, et bien entendu, sans oublier le Venezuela, et puis alors bien sûr, je ne parle pas bien entendu du Brésil, etc. Donc là, il y a une autre dimension très importante, mais qui est à la fois intérieure et internationale. Donc, bien sûr, il y a d'autres sujets qui pas mentionner parce qu'on ne sait encore rien. Comme toujours, au bas de l'agenda, l'Afrique. Hein, l'Afrique, à part la nomination d'une diplomate chevronnée africaine-américaine aux Nations Unies, Linda Garfield. On n'a pas d'indication pour l'instant sur qui allait s'occuper des dossiers ici même d'ailleurs quelqu'un allait s'occuper des dossiers africains parce que déjà sous Trump il n'y en a pas eu. Oui, non, simplement en conclusion, simplement je voulais dire que la question bien sûr, mais ça on pourra évoquer dans le débat, c'est de savoir si on parle beaucoup des faiblesses de la politique étrangère américaine hier et aujourd'hui, mais c'est de savoir si les faiblesses de la politique, la diplomatie française et européenne permettront d'être au rendez-vous des contacts et des initiatives qui seront prises par l'équipe de Biden. Parce que je parle toujours de l'équipe de Biden parce que Biden, en fait, lui, va être à 90% pendant cette année 2021, en tout cas, accaparé par les questions, bien sûr, du Covid, de la question intérieure, comme on a vu, et de toute façon, comme il n'est pas très solide, c'est pas lui qui va commencer à faire des tours du monde, et je pense pas qu'il va beaucoup voyager. C'est pourquoi, comme je le disais, l'important, c'est, et Kamala Harris non plus d'ailleurs, parce que même si elle va commencer un peu son initiation aux affaires étrangères, mais c'est vraiment les diplomates
de carrière qui reprennent la main, qui vont faire la différence. C'est pas ce monsieur de 80 ans qui va, même s'il est tout à fait sympathique, qui va être notre interlocuteur. Ça, il ne faut pas que Macron pense qu'il a besoin de nouer une relation avec Biden comme il a essayé de le faire avec Trump. Ça, c'est complètement illusoire. Ça ne servira à rien. Très bien. Merci, merci Dominique. Le débat est ouvert. Ceux qui veulent poser des questions se signalent. Alors, c'est Casimir qui prend la parole. Merci Bertrand et merci Dominique de Cherf pour votre exposé. Je voulais redire quelques mots justement des relations avec la France parce que on a pu lire cette semaine que Emmanuel Macron avait été le premier chef d'État étranger appelé par Joe Biden, si on accepte bien sûr les chefs de gouvernement britanniques et canadiens. Et j'aurais voulu savoir si il n'y avait pas la possibilité pour Biden justement de chercher une nouvelle alliance avec la France, notamment sur la question syrienne. On sait que Hollande avait échoué à l'époque à entraîner Obama dans un règlement un peu plus militaire, musclé du conflit. Voilà, merci. Il ne faut pas du tout tirer de conclusion de savoir qui a appelé qui, à quelle heure, et avant qui. On a évidemment affaire il ne s'agit pas d'ailleurs de Bayern, on a affaire à des, comme je le disais, à des diplomates chevronnés qui ont une expérience. Bon, bien sûr, il y a Anthony Blinken, il a été au lycée à Paris, donc il parle français mieux que moi. Mais je vois pas personnellement, voyant le déferlement des problèmes, mais dans le bureau ovale, aujourd'hui, chaque jour, là, tous ces décrets qui sont signés, ces mesures à prendre, ça, on ne voit pas comment quelqu'un trouverait aujourd'hui le temps de s'occuper de la question syrienne. Hein. Personnellement, ça viendra, je pense, et quant à privilégier la France, on peut penser, oui, il y a eu des articles qui sont parus sur ce sujet, que ce serait la chance de Macron de pouvoir devenir l'interlocuteur privilégié. Je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est évident que c'est dans l'esprit européen, c'est plutôt Macron qui devrait être l'interlocuteur privilégié. Je me réfère toujours à notre ambassadeur, à Gérard Araud, qui disait que oui, France en effet être un interlocuteur, mais à condition, bien entendu, de jouer collectif, de jouer avec l'Allemagne, de jouer. Ça ne peut pas être à nouveau la France seule. Le poids diplomatique de la France, moi, je suis sceptique aujourd'hui, de plus en plus sceptique d'ailleurs, par rapport à récemment. Et en plus, là encore, on n'a qu'une fenêtre d'opportunité de quelques mois, parce que à la fin de l'année, on est dans la campagne présidentielle française de 2022. Donc, c'est vrai, c'est une opportunité pour Macron, pour Biden de soutenir Macron contre les émules de Trump que Marine Le Pen. Bon, mais en plus, la France, en effet, aura la présidence tournante de l'Union européenne au premier semestre 2022, bon, en pleine campagne présidentielle. Bon, ça aussi, ça peut aider Macron, bien entendu, électoralement. Bon.
Mais je ne vois pas la place pour l'instant de grandes initiatives diplomatiques, étant entendu que la priorité au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Ce n'est pas la Syrie. La Syrie, elle est passée par pertes et profits, hein, à mon avis. Bon, merci à lui et merci à vous. Dominique, d'abord, bonsoir. Deux questions quand même que j'aimerais vous poser. La première question, c'est la question asiatique. Ça avait été le pivot, disait Barack Obama, de la diplomatie américaine. Trump s'en est beaucoup retiré. Il y a le fameux traité qui devait être signé avec un certain nombre de pays d'Asie du Sud et de l'Est que les États-Unis ont abandonné en 2017. Le traité s'est plus ou moins fait sans eux. Et puis, la Chine a marqué un point à nouveau avec le RCEP, je crois. Cette zone de libre-échange, si j'ai bien compris, qui comporte des pays proches de la Chine, mais aussi des pays qui ne sont pas proches de la Chine. Est-ce que Biden a la possibilité de reprendre l'envie et la possibilité de reprendre l'initiative dans un secteur où les Américains étaient plutôt en retrait? Et notamment, on peut se poser la question de la relation avec l'Inde, car la relation avec l'Inde pouvait passer comme un moyen de compenser la percée chinoise en Asie du Sud et de l'Est. Deuxième sujet que j'aimerais aborder très vite, c'est la question africaine. Vous avez dit à très juste titre, comme toujours, que l'Afrique était tout en bas de l'agenda. Mais Obama avait fait une mini-tournée africaine au cours, je crois, de son deuxième mandat, avait témoigné d'un certain intérêt peut-être très relatif. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'évolution de la situation diplomatique en Afrique ne va pas pousser malgré tout les Américains à s'y intéresser? La percée de la Chine, l'arrivée de la Russie, les soubresauts en Libye et la diplomatie turque assez agressive dans la région. Est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de regarder ça, regarder en gros les scuds passer et puis compter les fusées en voyant quelles sont les rouges, les vertes, les bleues, sans intervenir de quelque manière que ce soit? Voilà, merci. Eh bien, merci Jean-Marie. Non, c'est vrai que plus confiance dans la priorité asiatique des États-Unis, la priorité africaine. Biden, c'est certain, et le dernier président, le dernier, en fait, européen, américain, qui se tournait vers l'Europe, disons, qui accédait d'où il vient. Bon, c'est-à-dire d'Irlande, bon, et que les démocrates américains jouaient un très grand rôle dans, comme tu le sais, tu l'as écrit aussi, dans l'accord du Vendredi Saint. Donc, par exemple, on a vu, bien sûr, Biden très concerné par l'accord de la fin de l'année sur le Brexit. Ça le touche de près, c'est la tradition des démocrates américains. Il ne faut pas oublier quand même que donc ce Biden, qui est né en 1942, et quand même depuis 1972. Il a été élu sénateur donc du Delaware en plus de l'Angleterre au moment où 72, hein, tu vois, c'est au moment donc de la réélection de Nixon et au moment qui est suivi du scandale du Watergate. Donc depuis 30 ans, avant de devenir vice-président,
était à la Commission des Affaires étrangères. Donc, il a une vision historique, donc majoritairement européenne. Bon, mais c'est plus le cas, évidemment, de la politique étrangère américaine. La politique étrangère américaine, elle regarde vers, elle a fait son pivot, bien sûr, avec Obama vers l'Asie, un pivot qui, à l'époque, n'avait pas très bien marché, mais ce sont ceux qui sont responsables du pivotage vers l'Asie qui sont aujourd'hui qui ont été nommés aujourd'hui, qui sont les secrétaires, les adjoints d'Anthony Blinken. Kurt Campbell, par exemple, il est un type très brillant, qui a écrit beaucoup d'articles. Il est responsable, et ça vient d'être créé au sein du ministère des Affaires étrangères. Je dis ministère des Affaires étrangères pour que tout le monde comprenne. Bien sûr, c'est le secrétaire d'État là-bas. Kurt Campbell est en charge d'une nouvelle section qui s'appelle Indo-Pacifique. Donc, l'Indo-Pacifique, pour la première fois, vient d'être reconnu comme une direction à part au sein du ministère des Affaires étrangères américain. Ce qui n'est pas encore notre cas, hein, parce que nous, notre cas, il y a longtemps que j'avais bataillé pour ça, avec nos braves marins comme alliés, parce que nos directions géographiques au sein du ministère des Affaires étrangères en France, au du Quai d'Orsay, elles recoupent les territoires, les continents. Donc on a une direction d'Asie, on a une direction du Moyen-Orient. Et les espaces maritimes n'étaient pratiquement pas du tout pris en compte. Et voilà l'innovation donc à Washington, c'est que cet espace est reconnu maintenant, Indo-Pacifique, comme un ensemble à part. Alors c'est évident que dans toute cette évolution, bon, les États-Unis continueront, Obama bien entendu, parce qu'Obama il a été élevé à Hawaï, il avait été élevé à Hawaï, bon. Là maintenant, parce que la Californie, bien entendu, la Californie, comment vais-je dire, la réserve de toutes les voix démocrates, et la vice-présidente Kamala Harris, comme tu n'as pas, ça t'a pas échappé, est indienne. Hein, bon, on dit qu'elle est noire américaine, mais en fait, elle est surtout indienne. Ben, alors, bon, elle a un père jamaïcain, mais enfin bon, c'est comme Obama avait un père kényan. Mais la mère d'Obama, elle l'avait emmené vivre en Indonésie, etc. Bon, la mère de Kamala Harris, elle vient d'Inde. Bon, donc c'est évident que l'orientation naturelle du ministère, du Congrès, de la politique américaine, c'est l'Asie. C'est bon. Alors donc, avec donc plusieurs stratégies, bien sûr, bon, l'Indo-Pacifique l'Inde étant une des stratégies. Il y a également donc l'Australie, le rapprochement avec l'Australie aussi, où nous essayons aussi d'avoir une petite place. Et comme je l'ai dit, le général américain, le commandant des forces, il pense aussi que les Anglais ont encore une capacité, peut-être maritime, à aider la marine indienne d'ailleurs, qui fait de gros progrès aussi, mais enfin peut-être beaucoup moins rapide que celle de la marine chinoise. Pour l'Afrique, c'est évident bon, que personne ne tient à compter les coûts, mais enfin, bon, ça demanderait des développements beaucoup plus longs pour savoir comment on sécurise aujourd'hui l'Afrique. L'Afrique du Nord, l'Afrique sahélienne, la Centrafrique, enfin je veux dire, bon, on en traite régulièrement.
personnellement, moi, je n'ai jamais été partisan d'une implication supplémentaire des États-Unis au niveau militaire. Hein, Africom qui avait été créé du temps d'Obama aussi. Il y a une basée à Francfort d'ailleurs. Puis là, sûr, il y a la base qui est à Djibouti. Les Américains sont présents. Il y a une collaboration de tous les jours sur le renseignement, la logistique, comme on le sait au Niger, etc. Bon, tout ça se passe. Plus c'est discret, mieux c'est. Hein, parce que sinon, bien entendu, c'est des mouvements de foule, c'est des rejets, des hystéries collectives. Donc, l'Afrique, en fait, la discrétion n'est pas mauvaise conseillère, je veux dire. Merci. Alors, du coup, Luc Bertrand, Philippe, puis ensuite Nicolas. Oui, je voudrais savoir où en est l'influence des thèses néoconservatrices en politique étrangère. Et deuxièmement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Casimir sur l'hypothèse d'une fenêtre de tir pour Macron, dans la mesure où Angela Merkel termine son long règne en septembre prochain. C'est un aspect pas important. Voilà, les deux questions. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Hein, bien sûr, c'est l'ère post-Merkel, post-Brexit. Il n'y a plus que Macron qui reste debout, mais enfin, combien de temps tout ça, on va voir ce que ça va donner avec les élections de l'année prochaine, quand même. On ne va pas donner la peau de l'ours avant d'avoir tué. Macron, c'est très bien, mais il aura du mal quand même. Peut-être pas, on verra bien. Bon. S'il est réélu, c'est vrai qu'il peut constituer un partenaire de choix, surtout qu'il serait réélu contre les Trumpistes français. Donc, ça peut être un partenaire de choix de la diplomatie américaine. C'est ce que comptent surtout les amis de Blinken, là, qui sont aussi les amis de Macron. Bon, donc, il y a une formation commune. Bon. Voilà. Les néoconservateurs, le dernier néoconservateur qu'on a vu sur le devant de la scène, c'est John Bolton, hein, qui avait fait, je crois qu'il a fait 7 mois ou 8 mois comme conseiller à la sécurité nationale. Il en a sorti un gros bouquin dans lequel, en fait, tout tournait en fait involontairement au bénéfice de Trump. En fait, on voyait que Bolton était un super excité belliciste qui voulait envoyer de bombes justement partout et surtout déjà et en Corée et ailleurs, et que Trump faisait figure de pacifier rapport à ces excités de la bon. Il y en a comme ça quelques-uns, ils ont pratiquement disparu aujourd'hui, hein, parce que plus personne aujourd'hui ne cherche aucun Américain ne veut s'engager dans une nouvelle aventure militaire. Ben oui, ça n'a pas été brillant. Nicolas. Ah oui, c'est les responsables de la guerre en Irak, c'est les responsables de tout le problème d'aujourd'hui.
Nicolas et ensuite Oui, François. merci. Je vais reprendre un peu une question précédente, mais en la formulant d'une autre manière, je pense. Vous avez parlé donc des doutes qu'avaient les Américains sur la stratégie qu'ils pouvaient mener en Afrique. On se rappelle du mandat de Trump qui s'était terminé vers un assez gros désengagement quand même des États-Unis en termes d'effectifs et de moyens, que ce soit en Afrique de l'Ouest notamment. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour de ces forces-là ou pas? Non. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je pense pas. D'accord, je pense pas qu'il y aura de réengagement. On va pas revenir. Ça, c'est un des acquis. Biden ne va pas revenir sur les retraits de force, ni d'ailleurs nulle part. Hein. On attend de voir comment ça va tourner en Afghanistan, mais non, nulle part. François, vas-y. Oui, moi j'ai une question plutôt sur l'Amérique latine. On est dans une période de grande décision, de difficulté là-bas dans la plupart des pays. Le Pérou a perdu, je sais pas combien de présidents ces dernières. Le Venezuela, où l'opposition attendait beaucoup de Trump, se retrouve le bec dans l'eau et on est dans une situation très compliquée. Il semblerait même qu'il y ait de l'anti-bolsonarisme qui émerge. La Bolivie, enfin bref, tous ces pays sont dans une période compliquée. Trump, visiblement, enfin, la diplomatie républicaine n'a pas fait grand-chose. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression qu'elle ait fait grand-chose. Est-ce que vous nous avez dit que M. Biden avait une plus grande connaissance, puisqu'il a participé à ces réunions, à ces sommets des Amériques, mais est-ce que ce sera suffisant pour intervenir dans un continent qui commence à se déliter un petit peu au niveau politique? Non, mais c'est vrai que j'ai fait exprès d'insister sur l'aspect Amérique latine, qui est, à mon avis, autant un sujet de politique intérieure américaine que de politique étrangère. Parce que, et c'est bon, ne serait-ce que pour donner des gages à sa gauche, d'une partie démocrate, donc qui comprend plusieurs hispaniques parmi les députés de la Chambre des représentants. La priorité du Biden pourrait être donc bien sûr d'essayer de renouer avec Cuba. Il en a la possibilité. Bon, il a de pouvoir revenir en arrière, étant entendu que les candidats possibles des prochaines élections, donc en 2024, c'est Ted Cruz et Marc Rubio qui sont des républicains pro minorité cubaine, pro anti-cubain. Donc ça peut être un sujet. L'immigration est le deuxième sujet. Alors vous avez remarqué que López Obrador au Mexique avait réussi à nouer de bonnes relations, on devine pourquoi d'ailleurs, avec Trump, et qu'il a mis très longtemps à féliciter Biden. Parce qu'en fait, l'attitude de Trump sur la frontière lui a arrangé complètement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce ne sont plus les Mexicains qui débarquent aux États-Unis, c'est les Centra-Américains, hein, comme vous savez. Donc, c'est surtout le Guatemala, le Salvador et le Honduras, qui sont dans un état, là encore, comme
en faisiez la liste, de déréliction totale au niveau politique. Hein. On a de n'importe qui et n'importe quoi comme dirigeant là-bas. Alors, ce sera très difficile de reprendre en main, évidemment, mais enfin, là, on peut isoler déjà le problème. Je crois que le Biden va essayer d'isoler le problème là de Centre-Amérique. Il a déjà prévu d'ailleurs de donner je ne sais plus combien de millions pour stabiliser les gens qui sont sur la frontière au Guatemala. C'est là où on est en train de défendre la frontière, c'est entre la Guatemala et le Mexique, c'est pas entre le Mexique et les États-Unis, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Bon. Alors, pour les autres crises, c'est vrai que ça va pas être facile. Il faudrait reprendre les pays les uns après les autres, comme vous l'avez fait. Il y a des pays qui sont très très délicats. Il y en a d'autres qui se portent pas trop mal. Bon. Finalement, l'Argentine s'en est pas mal sorti, alors que c'était là le Chili au nom va se retrouver aussi, l'année prochaine, cette année là avec la nouvelle constitution. La Bolivie, bon c'est passé. Il a été les élections ont eu lieu normalement. Et des résultats clairs. Reste donc l'inconnue, oui, brésilienne. Je suis en train de lire des choses là-dessus parce que là aussi, ce sont des élections en 2022. Et pour l'instant, pour l'instant, Bolsonaro n'est pas encore battu. Hein. Il se peut qu'il s'en sorte, même s'il a perdu son mentor en Trump. Oui. Mais c'est une question qui se résout, à mon avis, plus entre Américains qu'avec nous. Oui. Du coup, je vais continuer, puisqu'on a perdu Bertrand, oui. Biden a-t-il prévu d'utiliser les moyens de la Silicon Valley pour maintenir une pression sur la Chine? Je vais m'expliquer. Donald Trump est rentré dans une espèce de guerre froide avec la Chine. On l'a vu, on a vu les différentes crises que ça a créées. On a vu les embargos, on a vu les taxes augmentées, ce genre de tout ce qui a émaillé le mandat de Trump. Biden profite du soutien de l'entièreté des PDG de la Silicon Valley qui lui ont donné pour quasi-totalité un blanc-seing, va-t-il justement utiliser ce pouvoir, c'est-à-dire les GAFAM majoritairement, puisqu'ils représentent tout seuls une grosse partie du pouvoir qui représente la Silicon Valley, sur l'ensemble des pays qui soient des alliés ou des ennemis, pour faire rentrer en fait la Chine dans le droit chemin et mettre au pas Tencent et toute la vallée de la Silicon Valley à la chinoise. Vaste programme, comme dirait l'autre. Totalement. Vaste programme. Non, c'est une bonne idée, mais je n'ai pas d'indication. Oui, bon. Est-ce qu'il y a moyen y a-t-il moyen qu'il utilise les outils de la Silicon Valley comme un moyen diplomatique de pression peut-il le faire, tout simplement, en fait? Oui. Est-ce que ces GAFAM ne sont pas font pas ce qu'ils veulent, en fait? Biden leur demande ou leur demande pas, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Non? Oui, ça, on n'est pas loin du trust, mais justement,
puisqu'ils étaient rentrés en guerre contre Trump, ils pourraient voir en Biden un allié, certes temporaire, mais un allié quand même. On pense à Mark Zuckerberg, par exemple, le PDG de Facebook, qui expliquait que Biden avait peut-être pour citer un monsieur moustachu pendant la Seconde Guerre mondiale, une divine surprise. On est quand même sur quelqu'un proche de François sourire, mais on est sur quelqu'un apte à potentiellement soutenir au moins la diplomatie à l'extérieur des États-Unis. En interne, je ne sais pas, c'est pas le sujet, mais vraiment, voilà, c'était la question, c'est est-ce que les GAFAM peuvent être juste un outil en fait diplomatique? Je ne dis pas que que Biden soutiendra ad vitam aeternam, mais ne serait-ce que temporairement. Moi, je crois que ces gens ne se croient pas comme des outils, mais comme des donneurs d'ordre. Oui, on peut voir ça comme ça, en effet. Donc, en fait, le débat américain, c'était quand même un peu le contrôle de ces GAFAM, avec la gauche, avec Sanders, etc. J'espère que ça va progresser. Est-ce que je peux rajouter, c'est intéressant comme question, et est-ce que on a vu des luttes avec Alibaba, avec je ne sais plus quelle compagnie de téléphone, de G5 et compagnie. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'effectivement ces compagnies peuvent être utilisées, ou en tout cas choisir leur camp pour se battre et pour soutenir leur propre pays, donc leur propre business? Oui. Encore faudrait-il supposer, bon, c'est le cas sans doute en Chine, un patriotisme économique. Alors Huawei et Alibaba sans doute, et encore Alibaba maintenant déjà ça va plus. Ils n'ont pas obéi aux directives du parti. Huawei, ils sont bien obligés puisqu'on les a mis en prison au Canada. Bon, mais j'ai des doutes sur le sens du patriotisme économique des Bezos, Zuckerberg et autres consorts. Là. Je pense que c'est pas leur raison première. Hein. Est-ce que mais est-ce que c'est pas dans leur intérêt de soutenir, ne serait-ce que temporairement l'establishment américain, juste pour éviter l'hégémonie de leurs concurrents chinois? Parce qu'effectivement, si on prend Alibaba, alors effectivement, Alibaba, ils lui ont expliqué gentiment qu'il fallait pas qu'il fasse ce qu'il a fait, mais ils peuvent très bien le remplacer parce que le Parti communiste chinois interchange les têtes des grands groupes chinois. Là où le soutien du Parti communiste est plus que présent, hein, ils sont présents à peu près tous les conseils d'administration, est-ce que c'est pas dans le même intérêt des États-Unis et du coup des GAFAM, de ne serait-ce que pour garder l'hégémonie et leur monopole, puisqu'ils sont en position de quasi-monopole dans plein de pays et plein de technologies, de maintenir la pression qui avait déjà été lancée. Oui, mais les États-Unis ne fonctionnent pas du tout comme la Chine. Hein. C'est la différence entre un parti communiste centralisé et une démocratie fédérale. On ne peut pas utiliser, il n'y a pas de parallèle. C'est un faux parallèle. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. C'est vrai, on ne fonctionne pas aux États-Unis comme en Chine. C'est vrai qu'objectivement, les deux pays sont relativement distincts, très antonymiques même. Voilà. Et de toute façon, ça ne va pas changer bientôt. Enfin, je ne crois pas. On en reparlera dans 10 ans. Quoi, hein. François, vas-y. Je changeais complètement de sujet, mais j'aimerais avoir votre opinion, enfin votre analyse sur les
sur l'OTAN. L'OTAN, son futur, comment cet instrument américain va être utilisé, transformé, comment va s'arranger le fait que la Turquie est à la fois à l'intérieur et en bagarre avec les autres. Enfin, c'est un problème que je ne comprends pas du tout personnellement, mais dont je sais simplement qu'il est visiblement très compliqué. Oui. Oui, c'est certain. Vous avez dans les coups de fil d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, je crois que Biden a passé un coup de fil au secrétaire général de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, Stoltenberg, avant Poutine, ça c'est certain, mais aussi avant, en même temps que Macron et Merkel, etc. Pour quelqu'un comme Biden, bon, moi je reviens toujours. Biden, c'est quand même donc le référent conceptuel de Biden, ça reste l'OTAN. Donc, et d'autant plus que Trump, en effet, avait miné un peu le terrain. Et donc, il lui a fallu tout de suite dire que, bon, maintenant, ça, la parenthèse est terminée, on va recommencer à collaborer. Bon. L'OTAN, je suis toujours assez étonné, j'en profite pour le dire là aujourd'hui, puisque j'ai la parole. Je suis toujours assez étonné quand j'entends dire que la Turquie a un pied dedans, un pied dehors. Moi, j'ai quand même vécu, comme la plupart d'entre vous, la période quand même du général de Gaulle. En 1966, enfin, depuis 59 déjà, hein, puisque depuis 59, de Gaulle a fait une politique constante de sortie d'un certain nombre de marines, par exemple. Très tôt, justement, notre frontière, l'Algérie, le problème de l'Algérie, les forces françaises ont retiré de l'OTAN dès 50. Alors, il y a deux choses. Il y a l'OTAN et il y a l'Alliance Atlantique. On le sait depuis, bien sûr, le distinguo qu'on a très subtil qu'il avait fait, retiré du commandement intégré, mais empêché dans l'Alliance de mener une politique autonome, par exemple, la politique évidemment. On a oublié aujourd'hui les avanies énormes que De Gaulle a subi en 66, en 67. D'ailleurs, on pense que ça est déjà en partie une des raisons de ce qui s'est ensuite, et donc notamment de le général de Gaulle au départ, parce que il américain, mais pas et les alliés de l'OTAN ne pouvaient pas imaginer que De Gaulle puisse aller à Moscou, lancer une politique de détente, d'entente et de coopération, tout en restant dans l'Alliance Atlantique. Là, je parle de l'Alliance parce qu'on était déjà sorti du commandement intégré. Et pas parce que, et aussi parce que on avait osé commencer une force nucléaire indépendante contre toutes les Kennedy a essayé, Macmillan, etc., de dissuader De Gaulle de se lancer dans une politique, dans la bombe nucléaire. Bon. Donc, le gaullisme, au sens où
on est dans l'Alliance Atlantique, par exemple, solidarité totale, la crise de corps. On a notre politique indépendante selon nos intérêts. Ça n'est pas contradictoire avec l'Alliance Atlantique. C'est une obligation d'assistance mutuelle. Bon. Moi, je ne vois pas. Bon, on peut évidemment voir dans certaines choses que font les Turcs de pousser le cochonnet un peu loin. Mais moi, je me souviens de l'époque de De Gaulle. Et bon, je considère, comme je pense la majorité d'entre vous, qu'on n'aurait jamais dû retourner dans le commandement intégré, dans les réseaux de commandement. Et d'ailleurs, a raison de mettre en cause l'état profond, parce qu'il y a, comme au temps de De Gaulle, il y a un état profond qui, notamment dans les militaires et notamment dans l'armée de l'air, à tout prix rentrer dans le c'était leur seul débouché de carrière. Les marins n'y tenaient pas. L'armée de terre avait besoin de logistique et de moyens, peut-être sous pression, mais vous avez un civilo-militaire d'ailleurs, très bien identifié, qu'on connaît. Et ça, c'est l'état bien produit dans les sphères françaises de Paris, joué sur l'OTAN. Mais on avait et ça m'a empêché de mener indépendante, et au Sahel, etc., en dehors de l'OTAN. On n'est pas elle, ou qu'on n'a pas été ensuite dans les opérations menées en Afrique au titre de l'OTAN, ni même de l'Alliance Atlantique. Alors, j'espère qu'on ne va pas être traîné pour une sorte de solidarité, de bonne aloi. Tout le monde dit Biden, merci Papa Biden, et que sous l'air de Papa Biden, on va avoir des formes de collaboration qui ne nous plairaient pas. Hein, je pense pas de la part de Biden, mais Biden, évidemment. Moi, je ne pense pas le coup, comme vous l'avez deviné, au pour on voudrait faire en quoi tout ce qui n'a pas été fait dans des ça va pas marcher. Donc c'est pas Biden, c'est un encore une fois l'état profond, un état profond, à Washington, le lobby militaro-industriel qui n'a pas, qui n'a jamais renoncé, qui existe, qui a des colonnes des États-Unis, d'ailleurs, il faut le reconnaître, l'armée américaine, c'est quelque chose. Hein, d'ailleurs, une autre remarque que je ferais, c'est que, contrairement à ce que nous sommes habitués, mais comme j'ai dit, Trado, pas possible, dans
jeter, qu'il sabote. Il a été chercher généraux dans le premier organigramme de la Maison Blanche. Un seul. Sauf au Pentagone, on a mis un vieux, le général africain-américain le plus élevé, le plus ancien dans le grade le plus élevé, qu'on a mis à la place d'ailleurs de quelqu'un qui était un faucon. Parce qu'en fait, j'ai parlé de Susan Rice, mais on a écarté, l'équipe de Biden a écarté aussi Michel Flournoy. Michel Flournoy, son nom est français, bon, il fait français, mais je ne sais même pas comment on le prononce en Angleterre, en Amérique, mais c'était la numéro 2 déjà ou 3 du Pentagone dans le passé, qui se serait bien vu être la numéro 1 du Pentagone. On l'avait même annoncé, c'était fait annonce, et elle a passé. Or, elle, c'était une amie de Hillary Clinton dans Faucon contre la Chine notamment. C'était une très dure contre la Chine. Or, elle disparaît comme Susan Rice est une dure contre elle. Donc aucun, à part ce vieux général, là, c'est du Pentagone, qui est une sorte de, à mon avis, d'homme de paille quelque part, et il doit y avoir quelqu'un à côté. Il n'y a aucun militaire dans l'organigramme de la Maison Blanche. Ce qui est une indication quand même de la séparation des pouvoirs entre militaires et civils. C'est pas plus mal. De toute façon, la participation des généraux à la présidence Trump a été catastrophique. Dominique, votre webcam. Dominique, votre webcam. On vous voit plus là. Comment ? On vous voit plus, vous êtes très... Voilà. Jean-Marie, tu avais une question, oui. Ton micro, Jean-Marie. Pardon, excuse-moi, Guillaume. Dominique, une question, deux petites questions que j'aurais aimé vous poser. Première question, Anthony Blinken est un francophone pur sucre. Je l'ai entendu dans un interview, il parle un français absolument remarquable. Il connaît bien. Il a fait toutes ses études à Paris. Voilà. Ses parents habitaient Paris. Oui. Est-ce que ça peut avoir... Est-ce que c'est liens avec la France, en tout cas intellectuels, peuvent jouer sur la politique étrangère américaine, sur sa politique étrangère? Et puis de manière extrêmement... autre question très différente, ce Blinken, de quel courant se rapproche-t-il? C'est bien qu'il y a plusieurs grandes institutions qui réfléchissent aux questions internationales aux États-Unis. Hein. La plus ancienne, je crois, c'est le Centre pour les relations internationales qui publie la fameuse revue Foreign Affairs. Mais il y a aussi la Brookings auquel tu faisais référence, plus un certain nombre d'autres. Est-ce qu'il est lié un peu à ces milieux-là et quelles sont, je dirais, ses influences intellectuelles dans le domaine diplomatique? Et puis, j'aurais envie de dire, au-delà, dans les think tanks qui réfléchissent à la politique étrangère des États-Unis, est-ce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux discours, de nouvelles approches? Est-ce que la réflexion américaine sur la politique internationale bouge? Voilà, merci beaucoup par avance. Non. Oui, Blinken, il était à la Carnegie, la Fondation Carnegie. La Fondation Carnegie, tu sais, c'est celle qui était donc créée, fondée juste avant la guerre. Le milliardaire Andrew Carnegie est devenu mondial, plus brillant diplomate actuellement. Dans le ministre successeur des Affaires étrangères,
Il travaille en Fondation Carnegie en France. Donc, oui, il est complètement de ce côté très respectable, hein, de l'intelligentsia des grandes écoles. Il n'a pas fait. Donc, c'est vrai qu'il a vécu donc toute son enfance et adolescence, et même je pense qu'il a été jusqu'au bac en France. Et après, il est allé, il a eu une bourse pour aller dans une fondation aux États-Unis. Oui. Alors, c'est un comment vais-je dire, comme Vimont dont je parlais tout à l'heure, c'est le type achevé du diplomate de carrière, du diplomate bon, c'est de ces grandes figures diplomates très lisses, des gens qui se rencontrent entre Harvard, Yale, Columbia, etc. Donc, un milieu quand même assez élitiste, sauf que il a le point commun qu'il a avec Jackson, notamment, qui je pense aussi était francophone, c'est qu'ils ont servi tous les deux auprès de Joe Biden. Enfin, leurs premières affectations ont été auprès de Joe Biden, comme je le disais tout à l'heure, comme d'abord à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, quand il était là, il était quand même 30 ans, à Biden, et ensuite comme vice-président. Pendant les 8 ans de vice-président, Biden avait sa propre équipe diplomatique. C'était cela. C'est pour ça que je disais, les autres, donc ils étaient auprès d'Obama, ils étaient auprès de Hillary Clinton, hein, qui était la secrétaire d'État dans le deuxième mandat, non, de Obama. Bon. Donc, eux, ils étaient un peu... Mais ce sont des gens, si tu veux, des spécialistes... Je lisais un article l'autre jour, c'est un spécialiste de l'understatement. C'est-à-dire, comment on dit en français, le sens de la litote. C'est ça, non? L'understatement. Jean-Marie, l'understatement. Non? Remets ton... Oui, pardon. Remets ton micro. L'understatement. Oui, c'est ça. Tu comment, toi? Est-ce que c'est pas aussi le sens de l'entre-gens, non? Ah non. C'est la litote. Oui, c'est... Non, c'est le fait de une catastrophe, un événement. On est toujours un ton en dessous. Ce sont des gens avec lesquels on ne va pas se fâcher. D'accord. Certains des gens glissent. Tout glisse. Tout va glisser dessus. Et non, ce qui est important surtout, c'est l'équipe qui est autour d'eux. Donc, enfin, on va reconstituer. Parce qu'il n'y avait plus personne au ministère. Au département d'État, c'est le département d'État, ça s'appelle. Au département d'État, il n'y a plus personne. Ça date pas de Pompeo, ça date du prédécesseur de Pompeo, c'est Rex Tillerson, qui est complètement à côté de ses pompes, qui n'a rien fait du tout, et les gens avaient disparu. Plus personne. D'ailleurs, il y a des articles, il y a de moins en moins maintenant de jeunes qui passent les concours pour rentrer aux affaires étrangères. Moitié moins qu'avant. Bon. Là, ici, c'est un retour en force, on l'a expliqué, de la diplomatie traditionnelle, la diplomatie classique.
parce que bon, Trump était allé tellement loin dans l'autre sens que là, on a affaire vraiment à l'élite. À l'élite de la Nouvelle-Angleterre, hein, au niveau de la, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des Européens, ils sont formés, disons, dans l'école de diplomatie européenne. Voilà, ce sont des gens qu'on voit à Harvard, qu'on voit, voilà. L'élite traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre. Oui. Et Biden, c'est pas. Alors évidemment, on peut dire que Biden s'est pas renouvelé, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde parce que ça va être difficile. Il va y avoir un saut de génération parce que les jeunes diplomates sont partis aussi ou ne sont pas venus. La diplomatie, le ministère étranger, par exemple, il y a des moments en France aussi où ça fait pas recette, ça n'attire pas beaucoup de gens. À d'autres moments, c'est valorisé. Il y a des années où il n'y a pas beaucoup de monde dans les concours, il y a d'autres années où c'est pléthore. C'est très variable. Mais ça dépend de l'image qu'on donne du rôle de son pays dans le monde. Hein. Oui. Par exemple, je lisais aussi, parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été commandés, un à Harvard et un au département d'État, pour remettre sur pied vraiment la diplomatie, l'instrument diplomatique. On a découvert, et ça je savais parce qu'ils avaient fait l'impasse sur l'étude des langues. Alors, il se trouve que, par exemple, il paraît qu'il y a plus de diplomates américains lusophones qui parlent portugais que parlant le mandarin ou l'arabe. Il y a très peu aujourd'hui alors qu'il y a eu toute une tradition de diplomates américains extrêmement versés, notamment dans le monde arabe. Ça remonte à loin. Hein. Les Arabists, il y a un excellent bouquin, je me souviens, sur l'influence des diplomates américains dans le Moyen-Orient, après dans l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande tradition de diplomates parlant arabe. Or, ça, c'est terminé. Chinois aussi. Bon, à mon avis, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui de diplomates américains qui parlent chinois. Pas me demander non plus combien il y a de diplomates français qui parlent chinois. C'est bon. François, vas-y. Allez, le micro, François, tu peux le faire. Je l'ai fait. Vous avez dit à un moment, alors c'est pas tellement dans le cadre de la conférence que vous nous donnez sur la diplomatie américaine, encore que c'est peut-être un peu lié, vous nous avez donné une image assez pessimiste de la diplomatie, pas de la diplomatie, mais du poids diplomatique de la France à l'heure actuelle dans ce jeu international. J'aimerais bien que vous nous développiez un petit peu ce point. Pessimiste ou pétainiste? Pessimiste, pas optimiste. Pessimiste, oui. Oui, bon, il faudrait avoir du recul, avoir plus de recul. La diplomatie macronienne, elle a été obérée justement par la phase Trump. Alors donc, je pense que c'est vrai que Trump a été présenté
souvent comme une chance pour l'Europe de prendre en main son destin, ne pas justement attendre tout des Américains, pour enfin une fois pouvoir combler les vides, faire une diplomatie là où les Américains se retiraient, de réinvestir le bon. Alors, Macron a peut-être essayé, a certainement essayé de jouer ce rôle, mais il s'est retrouvé tout seul parce que personne ne le suivait. C'est vrai que on le dit très souvent, l'Europe puissance. Il n'y a que nous il n'y a que la France qui veut l'Europe puissance. Les autres ne sont pas en Europe pour faire de la puissance. Ils sont en Europe pour faire du commerce, pour avoir des règles communes, un sentiment donc de bonne organisation, d'ordre. Ça, c'est le côté scandinave un peu, hein, bon, etc. Bon. La diplomatie européenne, c'est très difficile. C'était aussi le cas du temps de De Gaulle, mais Macron ne peut pas, à lui tout seul, incarner la diplomatie européenne sans rechercher des appuis et surtout en se faisant beaucoup d'ennemis. Bon, la pratique de la diplomatie, bon, c'est pas parce que moi j'ai pris ma retraite qu'il n'y a pas toujours des collègues très compétents et très valeureux que j'ai connus, puisque pendant quelques années je me suis occupé des concours, notamment d'entrée. J'ai vu les jeunes diplomates à l'œuvre qui maintenant sont plus ou moins pas conseillers, mais qui vont devenir même peut-être un jour ambassadeurs bientôt. Une nouvelle génération, hein, ce ne sont plus les mêmes méthodes, les mêmes usages. Hein, mais bon, là, je ne pense pas que la diplomatie française est à rougir, hein, ni qu'elle est bon, ouais, c'est vrai que elle n'a pas toujours été ménagée dans le passé par les coupes budgétaires, les emplois, etc. On reste quand même, je crois, le troisième pays qui a le plus de représentation à l'étranger. Après la Chine et, je crois, à égalité d'ailleurs après avec les États-Unis. Bon. Ça, c'est la diplomatie. Bon. Macron lui-même, moi personnellement, j'ai pour dire le fond de ma pensée entre nous, c'est que je pense, là, par rapport à justement ce qu'on a dit déjà sur les États-Unis, c'est que sur beaucoup de sujets, enfin, sur quelques sujets, mais importants pour la France, les militaires ou le complexe militaire, ça peut être des civils, c'est les cercles de réflexion qui se tournent autour du ministère de la Défense, l'ont emporté, je dirais, sur la diplomatie du Quai d'Orsay. Et ça, bon, c'est une tendance générale, hein, c'est pas de nouveau, mais je pense que le fait que le ministre des Affaires étrangères actuel, Le Drian, ait été le ministre de la Défense de la présidence précédente, voilà, même M. Le Drian, qui est en fait à la commande, enfin à la manœuvre, à la direction, en poste de direction, avec l'oreille
des présidents depuis donc 2012. Hein, oui, c'est ça. Hein, 2012 à 2017, ministre de la Défense de Hollande, et 2017 à maintenant, ministre des Affaires étrangères. À moi, je connais, c'est pas une bonne chose, indépendamment de ce que je pense personnellement de Le Drian. Donc ça, je vais pas. Bon, bon. Mais je pense que ce monsieur a quand même une influence qui n'a pas, qui n'a fait que renforcer donc en quelque sorte le poids respectif des militaires ou quand je dis militaires, c'est pas les militaires. Je voudrais pas attaquer l'armée. C'est pas l'armée que j'attaque. C'est les cercles de réflexion stratégique, en quelque sorte. Hein, c'est là. Enfin, bon, je dis pas, c'est pas la revue de la Défense nationale, c'est pas des choses comme ça, mais c'est un certain nombre de gens. Il y a la revue de la Défense nationale dedans, qui voilà, sont sur des raisonnements, des actions qui n'ont rien à voir avec le Quai d'Orsay, avec la diplomatie traditionnelle et les analyses et les méthodes et les initiatives que peut prendre le Quai d'Orsay. Je trouve que le Quai d'Orsay actuellement est bridé. D'ailleurs, Macron, comme Hollande d'ailleurs, et Sarkozy d'ailleurs avant, détestait les diplomates. Il ne fallait pas parler des diplomates. Les diplomates étaient très méprisés par Sarkozy, Hollande et aujourd'hui par Macron. Hein. Macron, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont assez humiliés par un diplomate de carrière, d'ambassadeur ou de directeur, qui sont régulièrement humiliés par notre président. Hein, qui n'a pas de confiance, dans nos moyens, dans nos analyses, qui sont évidemment souvent des analyses moins simples, j'ai pas dit moins simplistes, moins plus complexes que les analyses stratégiques. J'ai répondu. C'est pas facile d'être. C'est pas bien de cette succession défense affaires étrangères avec Le Drian. Si juste pour donner une petite anecdote à ce que vous dites, j'ai eu un ami vénézuélien francophone qui a travaillé chez nous, etc., et qui m'a sorti un jour. J'aime beaucoup le français parce que c'est la seule langue morte qu'on continue à parler. Et j'ai trouvé que c'était un peu tragique comme chose parce que c'est un peu ça, en particulier en Amérique latine. Vous trouvez toujours quelqu'un qui va dire « Oh là là, mes grands-parents parlaient français. » Ah non, moi je parle anglais. Et effectivement, on a un sentiment d'avoir été déclassé un peu en termes de puissance diplomatique, disons, dans ces pays-là. Vous avez aussi les pays arabes, hein, l'Égypte, le Liban. Tout le monde parlait français. Enfin, les élites. Je pense que Jean-Marie, tu seras la dernière. Dans la politique étrangère américaine, me semble-t-il, il y a une institution qui compte beaucoup, tu vas pouvoir me le confirmer ou infirmer, c'est la Commission des Affaires étrangères du Sénat, dont d'ailleurs Biden est issu d'une certaine manière. Est-ce que la Commission des Affaires étrangères du Sénat, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, peut être un élément qui va être un atout pour Biden, ou au contraire une institution qui peut lui mettre des bâtons dans les roues? Le président ne peut pas tout en politique étrangère, on l'oublie parfois. Et aujourd'hui, selon toi, quelles sont les grandes figures ou les poids lourds de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, voire peut-être de celle des représentants? Dernière petite chose, pardon Guillaume.
comment dirais-je, tu nous as parlé des hommes qui pourraient demain apparaître au Parti républicain comme futurs candidats, qui tu vois au Parti démocrate. Voilà, merci. Et là, je vais devoir renvoyer la réponse à la semaine prochaine, j'allais dire. Non, parce que je n'ai pas connaissance pour l'instant, j'ai pas regardé les... Et je ne sais même pas si c'est encore composé, si la composition est faite des commissions au Sénat. Je pense que oui, parce que c'est une... Enfin, on est quand même le... Non, on est que le... Non, on est encore en janvier. Non, c'est pas encore fait. Et puis alors surtout le problème le problème du Sénat. Bien sûr, on va regarder ça de près, ceux qui vont être là. Mais le problème du Sénat, c'est surtout qu'ils vont avoir à juger Trump, là. Et donc la moitié, ils ont dit que au mois de février, une demi-journée sera consacrée au procès de Trump et une demi-journée au travail normal. Donc ils vont être encore plus embouteillés. Mais c'est vrai qu'il faut regarder. C'est vrai que pour l'instant, bien sûr, on n'a pas fait beaucoup de mention de successeurs possibles de Biden, à part la vice-présidente Kamala Harris. Mais étant entendu que pour l'instant, c'est elle a tout à apprendre. Et très bien, c'est certainement. Mais elle a une très bonne réputation comme procureur. Mais comme présidente des États-Unis, je ne sais pas pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ténors du Parti démocrate? On verra. Bon, on verra. Mais c'est vrai que je l'avais dit souvent, moi, quand je voyais souvent, et quand je continue à voir d'ailleurs à la télévision, le pauvre Biden, je me dis qu'il va jamais passer les 4 ans, et que donc Kamala Harris va devenir présidente par intérim au bout de 2 ans, et peut-être qu'à ce moment-là, elle sera réélue dans la foulée. Mais elle va avoir du mal à se faire élire quand même, surtout si Trump est encore dans les parages. Les gens, pour l'instant, n'en ont pas trop parlé. J'ai pas encore vu de réflexion là-dessus, mais c'est vrai que c'est une question, à mon avis, qui doit courir tout Washington. Parce que regarde attentivement encore hier soir, là, les interventions de Biden, surtout quand il se lève pour aller de son fauteuil à un micro. C'est pas facile, hein. Je sais pas ce qu'il a. Bon, je sais qu'il s'était fait mordre par son chien au pied, mais bon, je sais pas.